je suis content de vous accueillir dans cette salle de la Fédération du bâtiment qui a mis à notre disposition ces locaux. Cette journée, cet après-midi, donc, a comme thème BIM Audit, donc avec deux idées, le BIM et l'audit. On sait que dans la période présente, dans l'évolution de ce que va être la maîtrise des bâtiments, la maîtrise de la construction et puis la maîtrise des dépenses énergétiques, il y a deux thèmes, celui de pouvoir rénover des bâtiments existants, ce qui peut commencer très raisonnablement par faire un audit de ces bâtiments, et puis l'idée qui est en train de monter qu'en construisant virtuellement ces bâtiments avant de les construire réellement, eh bien, il doit y avoir un gain à la fois de qualité et un gain de productivité. Alors, il y a quelques mois, le PUCA, qui est représenté dans cette conférence par Pascal Lemonnier, qui est secrétaire permanent adjoint du PUCA, qui nous a fait le plaisir de venir jusqu'à Clermont, depuis Bessan-Chantès, qui a lancé c'était une consultation, un appel à idées. C'était une consultation d'expérimentation et de bonne pratique. Dans lequel, eh bien, il y avait une réponse qui a été faite qui s'appelait BIM Audit. Donc, comment auditer un bâtiment suivant une méthodologie BIM, et qui a reçu un label. Alors, je ne l'ai pas porté, je l'ai hésité un moment, signé par la ministre de l'époque. Voilà. On change tous les ans à peu près, donc. C'est la fin de deuxième séance avec celle de maintenant. Et donc nous avons été invités, d'ailleurs quelques mois après, à présenter cette méthodologie au maître d'ouvrage que le PUCA avait invité. C'était une réunion parisienne. Et donc j'ai eu l'idée de faire une réunion qui soit délocalisée. Voilà. D'où l'idée de cette réunion. Le PUCA a trouvé cette idée intéressante. Et voilà comment s'est mis en place cette réunion. Alors, on s'est dit qu'on allait pouvoir aussi dans cette réunion présenter un certain nombre de pratiques, soit liées à l'audit, soit liées au BIM. Donc on a invité quelques-uns de nos amis. Enfin, je pense que ceux qui sont ici, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, on a mené quelques actions ensemble. Alors, bon, après, des fois, quand c'était je m'en excuse, auprès d'eux, quand on avait deux amis sur le même terrain, il n'y en a qu'un qui intervient, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont plus nos amis. Voilà. Donc, pour l'organisation, on commencera par l'intervention de Pascal Lemonnier, qui est au cœur donc de l'appel d'offres, pour bien présenter aux maîtres d'ouvrage tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir à rentrer dans une procédure d'expérimentation. Voilà, avec la profession. Voilà. Et donc ça sera la première intervention. Et puis après, on sera sur des aspects plus techniques avec Impact, avec Autodesk, avec BBS Lama, avec AES, son expérience de bureau d'études. Et on terminera avec Archimène, donc qui est aussi bureau d'études, mais qui a eu une autre vie avant, pendant un certain nombre d'années, et qui nous fera un retour d'expérience, je vois, sur la réalisation d'audit, et puis peut-être d'une façon générale sur comment, lorsqu'on fait du BIM, eh bien ça peut, c'est un des moyens de rentrer
dans une gestion de patrimoine. Voilà. Alors, BIM audit, utiliser du BIM pour faire de l'audit, mais je rajouterais pas que. Si vous voulez juste faire un audit, ça ne vaut pas forcément le coup de réaliser sa maquette numérique pour faire son calcul, pour savoir sur quoi doivent porter les travaux. Si on attaque un audit en procédure BIM, eh bien c'est soit qu'on a au moins une des deux idées derrière la tête, soit en profiter, et je sais qu'il y a un certain nombre de bailleurs sociaux qui y songent au fur et à mesure qu'ils vont faire de l'audit, qui vont faire des travaux, commencer à constituer une base de données de leur patrimoine. Alors l'autre idée qui peut y avoir en même temps qu'on fait son BIM pour faire son audit, eh bien, c'est qu'ensuite les travaux, on veut les mener dans une méthode BIM. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la journée, on va voir un petit peu différents aspects de ce qu'on peut faire parallèlement avec du BIM, et qu'on montrera bien comment, à partir d'une étude BIM, eh bien, on peut réaliser l'audit. Voilà pour cette introduction, et je vais donc passer la parole à Pascal Denis. Merci Bruno, donc bonjour à tous. Moi, je suis Pascal Magnier, secrétaire permanent adjoint du PUCA. On dit secrétaire permanent adjoint, c'est un vieux système, puisque le PUCA, le plan d'urbanisme, construction, architecture, a été créé il y a plus de 30 ans par le ministère de la Construction à l'époque pour faire de l'expérimentation et de la recherche. Il y avait d'ailleurs 3 plans à l'époque, un plan sur le génie civil, un plan sur, on va dire, la construction, et un plan sur l'urbanisme, l'urbain, qui était donc le plan génie civil, le plan construction et le plan urbain. Le plan génie civil est mort assez rapidement de sa belle mort, et les plans construction et plan urbain ont fusionné pour donner le PUCA il y a une dizaine d'années. L'objectif général de ce plan, c'est avant tout, et ça c'est vraiment le cœur de métier central qui fait qu'on est auprès du ministre et pas ailleurs, c'est la dérogation, l'exception à la règle, aux règles. Alors avant, il y avait plusieurs services qui autorisaient à déroger aux règles ou à certaines règles. Maintenant, il n'y a plus que nous. Donc du coup, il est même question de nous remonter auprès du Premier ministre. On verra, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque, comme vous allez le voir, on peut très bien le faire depuis la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature, DGLN, où nous siégeons. Comme on est interministériel par création et par arrêté, on peut bien le faire où on veut. Donc on procède par appel d'offres public, puisqu'on est l'État, on est public. Donc ça veut dire qu'on respecte une certaine forme de déontologie, que vous connaissez bien. Notre objectif étant soit de faire des programmes de recherche, c'est pas nous qui faisons les recherches, c'est pas nous qui faisons l'expérimentation, on fait des programmes. Donc on demande aux gens susceptibles de nous répondre, voilà nos idées d'avenir. On est toujours sur la prospective ou la mise en œuvre d'idées qui vont au-delà de la seule réglementation actuelle, pour permettre dans un premier temps l'appropriation par le lecteur et dans un deuxième temps de faire évoluer la règle en sécurité. Donc ça c'est le maître mot, puis après rien ne nous empêche, et rien n'empêche d'autres d'ailleurs, et ne s'en prive pas, notamment nos agences, telles que l'ANA, l'ANRU, l'ADEME, etc., de faire des appels d'offres classiques de recherche ou d'expérimentation au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire, bon voilà, j'ai un paquet de fric à mettre, si vous voulez bien, donnez-moi vos projets, je serai heureux de vous donner de l'argent. Bon, ça, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire, c'est simple. Par contre, déroger à la règle, là, il n'y a qu'au PUCA que ça peut se faire.
Donc voilà le principe général. Donc après, soit on constate que nos idées sont un peu, pas farfelues, mais un peu trop en avance par rapport à la capacité des professionnels ou à la capacité des chercheurs à nous suivre, auquel cas on fait des ateliers préalables. Ça permet donc des ateliers souvent fermés dans un premier temps, puis on ouvre de plus en plus, pour faire comprendre nos idées, nos attentes, ce qu'on souhaite faire chercher ou faire trouver ou faire expérimenter. Et quand on sent que c'est à peu près mûr et que si on lance un appel d'offres public, soit de recherche, soit d'expérimentation, ben, on n'aura pas un guide complet avec uniquement une ou deux réponses des gens sur lesquels on aura vraiment tout fait pour qu'ils répondent. Bon, là, on se lance. Ça sous-entend donc que quand on lance des appels d'offres publics de recherche ou d'expérimentation, ben, ça sous-entend que, évidemment, on va avoir ensuite des gens qui vont répondre. Et donc voilà, donc on a ça sur différents thèmes. Donc en matière d'aménagement et d'urbain, ça va être de la sociologie, ça va être de la recherche ou d'expérimentation en aménagement. Le dernier en date, c'est les démonstrateurs industriels voulus par Ségolène Royal. Enfin, il y en aura d'autres. Ça va être sur la construction, donc sur le système constructif. Les derniers en date, ça a été coût, qualité, fiabilité des l'air, REA, qui était la requalification de performance énergétique. Plus ancien, qui maintenant fait la une du Moniteur à peu près tous les 3 jours, c'est HQE. HQE, c'est une REX, comme on dit, une recherche expérimentation il y a 20 ans du BUCA, etc., etc. Et donc l'une des dernières en date qui fait que je suis parmi vous aujourd'hui, donc c'est BIM maquette numérique. Alors BIM maquette numérique, on n'est pas, là aussi, on est, là j'allais dire l'atelier préalable du BUCA sur BIM maquette numérique, 30 ans à peu près, c'est ça? À peu près 30 ans, voilà. Donc on a commencé à en parler, je crois, en 71. Je peux dire, les premières règles sont démarrées en 72. Ça a mis du temps, hein. Donc à l'époque, les IFC n'existaient pas, donc il y avait tout créé. Et puis à force de créer et à force de galérer, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres États membres, enfin les États membres n'existaient pas, l'Europe n'existait pas encore, enfin bon, des États qui faisaient un peu la même chose que nous, notamment aux US, et donc il a été décidé de créer une association qui prend le nom actuellement de Building Smart International. Donc pour les plus férus, vous savez de quoi je vais vous parler. Et donc à partir de ce moment-là, donc ça je ne sais pas c'est en quelle année, 95, non, c'est récent. Oui, donc, je passe toutes les règles entre les deux. Et donc en 95, on a donc arrêté de financer la recherche sur le BIM, évidemment, puisque du coup on a transféré l'argent directement sur Building Smart International et donc l'UQAM n'avait plus de raison de s'occuper directement par ces appels d'offres de ces affaires-là. Et donc du coup on s'est positionné sur les interfaces, les interfaces métiers notamment, qui sont peu ou pas traitées toujours à ce jour, et donc voilà. Et donc dans ces interfaces, ça a été BIM maquette numérique tel qu'on l'a décidé là. Alors auparavant, on a aussi mis sur la table tout ce qui va finir peut-être par arriver avec le satellite, avec les Construct, avec, enfin bon bref, tout un tas de trucs que vous connaissez par cœur, mais qui donc toutes datent de quelques règles et quelques programmes du plan construction ou du PUCA il y a quelques années. Et donc le dernier en date finalement d'une effervescence née avec, alors non pas la ministre actuelle, non pas la ministre d'avant, mais encore celle d'avant, qui a dit, comme à peu près chaque ministre du logement, il faut vraiment que j'ai 500 000 logements de créer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour créer mes 500 000 logements? Groupe de travail, machin, enfin, le classique. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une effervescence. Les gens se sont dit, mais le BIM et le BIM et le BIM. Donc dans les recommandations donc l'animateur est venu au PUCA dire bon alors qu'est-ce que j'écris, donc on a écrit ce qu'il fallait écrire, il a fait relire par tout le monde, donc tout va bien, tout le monde était d'accord, et donc dans les recommandations il faut un monsieur BIM en France, voilà, qui soit le fédérateur, très bien, il faut que la réglementation suive naturellement, et puis il faut un peu de pognon, ça va sans dire. Il faut tout un tas d'autres trucs.
Et donc finalement, habituellement, il ne se passe pas grand-chose. Là, et on a eu un monsieur Bim, donc avec la DHUP, on lui a écrit sa feuille de route. Je crois que c'était il y a 2-3 ans, une AG de Mediaconstruct, où je remplaçais tout le monde parce que personne n'avait pu venir. Donc j'ai fait au moins 3 discours, et j'annonçais donc que la ministre avait nommé un monsieur Bim, qui est devenu monsieur Delcambre, président du plan de transition numérique du bâtiment, et donc nous n'avions pas le droit, et je n'avais pas le droit de prononcer son nom évidemment à l'époque. Bon, bref, le plan de transition numérique du bâtiment a été créé, la ministre suivante a bien voulu donner une impulsion, donc Pinel a voulu donner une impulsion assez forte et s'est débrouillé pour mobiliser quelques fonds d'argent. Un peu compliqué puisqu'ils sont à la Caisse centrale de réassurance, mais enfin donc j'allais dire sous séquestre, non, c'est un vilain mot, mais sous contrôle du MINEFI. Le PTNB n'existe pas en tant que tel, hein, c'est une structure purement politique, mais il n'y a pas contrairement au PUCA, il n'y a pas d'arrêté. Donc du coup, ils travaillent en étroite collaboration, et la structure porteuse, c'est la DHUP. Donc ceux qui sont chargés au ministère, donc vous avez la Marianne là, de faire la réglementation sur les bâtiments. Et donc c'est eux qui portent administrativement l'action et juridiquement, hein, s'il y a un PET, c'est eux qui sont responsables. Et le PTNB, lui, organise, diligente, fédère, et ça marche plutôt très bien. Je sais pas, ils sont à une vingtaine de groupes, enfin, des tas de projets, des tas de choses, enfin, ça marche plutôt bien. Et donc dès le début, évidemment, le PUCA a été désigné volontaire d'office pour animer l'un des nombreux groupes. Et donc le groupe que j'anime, c'est, je ne me rappelle plus son nom, bon, en gros c'est ce que vous avez sous les yeux, hein, c'est l'évaluation des projets. Donc en gros tout se fait dans ces groupes, on réunit de temps en temps à Paris. Et donc dans ce contexte-là, il nous est apparu, avant même que le PTNB et Bertrand Delcambre n'existe, à l'aune des 30 ans d'histoire que nous avons sur le BIM, il nous est apparu deux choses importantes, notamment vis-à-vis de l'Europe, auquel j'appartiens aussi à certains groupes européens, plutôt de recherche, où la Commission dit, ok, notamment avec les Anglais, vous voulez de l'argent, d'accord, mais pour faire quoi? Pour aller où? Qu'est-ce que vous avez actuellement comme démonstrateur qui montre qu'effectivement il y a des manques et sur lesquels j'aurais intérêt, moi, Europe, à vous donner des financements? Donc ça, c'est la partie maître mot, hein, c'est la partie bonne pratique, démonstrateur. Et évidemment, là, le métier du PUCA s'est mis en route. C'est que, puisque nous avons la main sur l'expérimentation régalienne, hein, et pas l'expérimentation, il suffit d'avoir de l'argent. Donc, nous avons mis en place ce qu'on sait faire le moins mal, à savoir offrir à la profession et au maître d'ouvrage la possibilité d'expérimenter, de tester toute hypothèse permettant d'améliorer le ratio coût-bénéfice, en gros diminuer les coûts et d'augmenter le bénéfice du projet, et de le faire soit sous forme de bonnes pratiques, témoignages avec un système d'évaluation officiel, soit de tester dans le cadre d'exception à la règle en régalienne des sélections de processus, d'idées, de concepts, de services qu'on aura préalablement sélectionnés par jury public national de recherche et ou d'innovation et ou d'expérimentation. C'est ainsi que sont écrits les codes. Pour permettre ensuite au maître d'ouvrage de déroger aux règles de mise en concurrence pour sélectionner à l'intérieur des seules listes du PUCA, puisque nous qui pourrons le faire, les heureux lauréats. Donc c'est comme ça que c'est né, et puis avec l'idée qu'on puisse arriver in fine, quand ces projets seront aboutis, à avoir des systèmes d'analyse comparative. Et c'est là où la suite de l'histoire commence. Alors, j'ai appuyé sur quel bouton? Celui-là, je crois. Voilà.
Donc on a fait une première session, on a eu 34 propositions récompensées, il a fallu retarder le jury parce qu'on était en train de créer le plan de du bâtiment, donc il fallait quand même le laisser arriver pour qu'il puisse participer au jury. Le jury a été présidé non pas par le président du PTNB, mais par le président du Prébat, puisque nous faisons ça dans le cadre du Prébat, qui est une plateforme de recherche et d'expérimentation qui a été créée il y a quelques années déjà, et qui rassemble autour de la table l'ensemble des ministères et des agences porteuses d'intérêts financiers, de recherche et d'expérimentation sur les sujets du bâtiment. Naturellement, quand le PTNB m'a demandé d'animer son groupe, j'ai fusionné les deux groupes parce que ça m'aurait embêté d'inviter les mêmes gens pour deux. Du coup, j'ai un peu élargi et j'ai un peu adapté. Mais en gros, voilà. Donc, les jurys sont présidés par le Prébat et co-animés dans l'animation et dans le portage par le PTNB. Donc nous avons 19 lauréats à ce jour de bonnes pratiques, donc des cas de maître d'ouvrage divers et variés, donc publics, sociaux, privés, enfin en tout genre, en neuf, qui vont arriver à du neuf ou dans des réhabilitations, des requalifications, on a un peu de tout, qui sont plutôt d'intérêt assez fort. Nous avons eu 19 candidatures et 19 lauréats. Les 19 étaient bien. Enfin bon, on les avait un peu pré-triés avant, mais en gros c'était bien. Et on a eu 15 lauréats dans le processus concept idée service donc IPCIS. Donc là, c'est le marché. Hein, donc c'est donc dans ce qu'on a sélectionné. On n'a pas tout sélectionné. Il y en a quelques-uns qui étaient vraiment pas bons, donc on les a laissés de côté. Mais enfin, dans l'ensemble, on a 15 lauréats qui sont intéressants, à des degrés divers, plus ou moins nature en termes de BIM, mais ça c'est pas grave, on les tirera avec les maîtres d'ouvrage. Mais en gros, on a des architectes, on a des bureaux d'études, on a des associations, on a tout, des entreprises générales, vraiment de tout. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres sessions? Alors, j'ai souhaité qu'il y ait effectivement une deuxième session, et puis le PTNB nous a expliqué que, j'étais animateur d'un des groupes, tout ça était bien compliqué, et donc nous voyons comment on va faire. Donc, logiquement, la logique qui va venir, c'est que le PTNB, donc là, j'ai reçu, c'est off, j'ai reçu donc la nouvelle consultation du PTNB sur les expérimentations, donc sur lequel je fais des remarques. Et la question que je me pose encore et que nous nous posons, c'est est-ce que je fais mettre dans l'appel d'offres du PTNB la possibilité au maître d'ouvrage de renvoyer au PUCA pour demander s'il peut déroger à la règle ou pas. Bon, c'est pas très fun comme manière de faire, d'autant plus que là, du coup, il serait obligé d'apposer la Marianne et le PUCA parce que c'est régalien et que ça peut gêner. Donc je ne sais pas, je pose la question ou simplement on gérera les lauréats reçus par le PTNB seront mis directement dans la dosage du PUCA et on verra donner les autorisations. Ça c'est voilà. Mais toujours est-il qu'on a des lauréats, et donc que faire des lauréats? Les bonnes pratiques, on va les suivre, et les PCIS, on va les proposer à des maîtres d'ouvrage pour qu'ils puissent retenir ce qu'ils veulent dans leur liste, dans leur corbeille de mariés, en réduisant la concurrence à ces seuls lauréats. Donc comment on monte une opération expérimentale? Parce que comment on suit, vous avez compris, mais je reviendrai après. Quand on est un maître d'ouvrage, a priori, plutôt public ou social. Parce que le code des marchés publics, dans le privé, on s'en fiche un peu. Je crois que les copros sont priés d'appliquer quand même plus ou moins le code. Mais en gros public et social. Le maître d'ouvrage donc adresse un courrier au PUCA, papier. Ça a l'air du BIM, mais c'est papier. C'est comme ça. Et il demande d'utiliser l'article 97 du Code des marchés publics, anciennement 75. C'est moins chic, 75 c'était Paris, 97 c'est enfin bon, c'est 97. Le PUCA donne son accord, là aussi par courrier papier, sinon c'est pas valable.
Donc c'est un échange de courrier qui, en tout cas, dit ben voilà, j'ai bien compris que votre opération, c'est par opération, hein, c'est une autorisation par opération, que votre opération, alors je sais pas, j'en ai quatre à Clermont, donc je vais prendre au hasard Blaise Pascal, le lycée Blaise Pascal, monsieur le président de la région, je vous autorise à utiliser l'article 97 pour refaire le lycée Blaise Pascal en BIM. Et du coup, vous êtes autorisé à réduire au seul lauréat vos futurs appels d'offres, et dans le montage de vos appels d'offres, vous êtes prié d'appliquer ce qu'il y aura dans le protocole et la convention d'expérimentation. Alors pourquoi protocole et convention? Tout simplement parce que c'est dans le code. Le code dit, et ça, je vous ai mis le nouveau code juste après, je vous dirai, je vous décrypterai, mais vous ne pouvez déroger à une quelconque règle, là, à celle du code des marchés publics, mais je reviendrai sur les autres codes, c'est les derniers slides, que s'il y a un protocole d'expérimentation. Et nous avons, de manière autoritaire, univoque, associé à ce protocole, une convention qui permet d'évaluer. Parce que si nous dérogeons et si nous autorisons à déroger à quelques règles que ce soit, de quelques codes que ce soit, c'est pas pour le plaisir de la mariée ou du maître d'ouvrage ou de quiconque, c'est bien parce que nous avons un intérêt à voir si, à l'issue de cette demande de dérogation, nous faisons ou pas évoluer la règle générale. Donc quand c'est le code des marchés publics, on a posé une question particulière, on sait que c'est difficile pour les gens et donc on accepte que dans la prise de risque, on leur sous-traite, on leur diminue la prise de risque par un appel d'offres et donc du coup on leur donne un moyen de diminuer la prise de risque et donc finalement d'améliorer le bénéfice économique de leur objet. Les entreprises qui en bénéficient sont naturellement heureuses, mais c'est surtout nous, c'est le maître d'ouvrage qui nous intéresse. Et puis quand c'est un autre code, ben c'est pareil, s'ils veulent déroger à telle ou telle règle, là, on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait pour savoir si on fait évoluer le code de la construction, si on fait évoluer le code de l'énergie, si on fait évoluer le code bancaire et monétaire, etc. Et la convention, c'est l'art et la manière de dire comment on fait. Le protocole, ça prend une page, ça dit, voilà, c'est le PUCA et le maître d'ouvrage sur tel projet, nous appliquons la dérogation. Point barre. La convention explique comment le maître d'ouvrage s'y est pris pour respecter la demande de dérogation, les idées maîtresses de l'appel d'offres sur lesquelles il va réduire la mise en concurrence. Donc voilà pourquoi il y a que ça. Alors évidemment, quand on n'est pas en protocole d'expérimentation, qu'on ne veut que de l'évaluation, ou qu'on est comme vous l'avez vu, j'ai fait bonne pratique. Donc là, bonne pratique, évidemment, les équipes sont déjà choisies. Par contre, le maître d'ouvrage, souvent, est borderline, sinon il ne viendrait pas nous voir. Et le cas échéant, s'il est borderline, il va demander une convention d'expérimentation qui est de même nature, donc qui est signée entre le PUCA, le maître d'ouvrage et les équipes retenues. Donc là, soit la convention permet par son existence même de sécuriser le projet auprès des assurances, auprès des banques, etc., auprès des différents prestataires financiers, assurantiels, juridiques, et auquel cas, tant mieux. En contrepartie, moi, j'en tire des enseignements qui permettent de faire, le cas échéant, évoluer la règle. Soit il se sert de ça plus pour faire connaître, se faire, voilà, et puis que ça remonte dans les ministères et auprès des ministres. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Ou ils sont plus borderline, ils tombent vraiment dans l'exception à la règle, et donc du coup, comme on a instruit préalablement, grâce à la Convention, les limites de leur demande, évidemment, ça accélère l'arrêté dérogatoire signé par le ministre sous couvert du protocole réglementaire et régalien du PUCA. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Alors le code, qui est tout nouveau. Donc l'acheteur, je ne sais pas combien il y a de maître d'ouvrage, enfin l'acheteur, donc c'est le maître d'ouvrage qui réalise des ouvrages qui ont pour objet, donc c'est un maître d'ouvrage qui applique le code des marchés ou l'ancienne ordonnance, donc que ce soit les SA,
les OPAC, quelle que soit la structure de collectivité locale, quelle que soit la sous-structure étatique ou de collectivité locale, agence ou compagnie, ils appliquent le code ou ils appliquent à l'ordonnance. Maintenant, tout est relié et l'article s'applique à l'ensemble de ces cas. Donc ces maîtres d'ouvrage qui veulent vérifier la pertinence sur un nombre limité de réalisations des projets retenus par l'État. Donc ça ne veut dire pas par les collectivités locales, ça marche que dans des appels d'offres nationaux, dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation. Donc en gros, il ne fait plus qu'à peut et pas obligé, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux. Donc vous voyez, ça couvre tout, en mode ou en bol, ou ce que vous voulez. Au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, ça veut dire que le maître d'ouvrage choisit sa procédure, celle qu'il a l'habitude, qui lui paraît la plus justifiée, quelle qu'elle soit, MOL, PPP, ce que vous voulez. Simplement, vous réduisez la mise en concurrence au seul lauréat du concours. Voilà. Donc, je ne peux pas en écrire plus, le code est parfaitement explicite. L'article 64 était moins explicite, donc du coup il avait fallu que j'explique. Mais là, on l'a re-rédigé de manière. Bon, il n'y a plus besoin d'explication de texte. Et donc du coup, au présent dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national après publication d'un avis de marché, et c'est pour ça que nous faisons tout par rapport d'offres publiques. Évidemment, comme nous sélectionnons, on a des PCIS, puisque je viens de vous en parler pour ce programme, enfin c'est pareil pour tous les programmes passés et à venir. Un protocole d'expérimentation, donc ça c'est l'alinéa 2 de l'article 97, un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur, donc le maître d'ouvrage, et l'organisme public responsable du programme national, donc le PUCA, et je ne reviens pas sur l'explication détaillée que je vous ai menée juste avant. Donc là, la procédure est très claire, limpide, elle n'a même plus besoin d'explication de texte. Dans le protocole qui renvoie à la convention, j'impose une méthode d'analyse, une méthode d'évaluation et d'auto-évaluation au maître d'ouvrage. Pourquoi? Parce que l'appel d'offres, c'est en gros comment diminuer les coûts et comment augmenter le bénéfice du projet grâce au BIM. Encore faut-il que le maître d'ouvrage et moi, PUCA, je sois en capacité de comparer ce qu'on me donne. Lorsque j'ai lancé mes procédures, j'ai lancé aussi un appel d'offres public d'experts en leur demandant veuillez me dire en quoi et comment et selon quelle méthode vous allez expertiser ce que je vais vous envoyer expertiser. Et comment vous allez expertiser les projets des maîtres d'ouvrage lorsqu'ils vont sélectionner en application de l'article 75-97 du Code des marchés publics. Comment je compare? J'ai eu des tas de réponses. Surtout quand on paye bien, il paraît au plus cas les expertises. J'ai eu des tas de réponses, aucune de méthode. Garde expert. Je sais, ça sera bon. Ou je sais, ça sera pas bon. C'est pas ça que je veux. Donc évidemment, devant cette absence de méthode et donc des capacités de faire confiance, encore une fois, c'est pour déroger à la règle. Je ne donne pas simplement de l'argent. Je donnerai que de l'argent, je peux éventuellement être peu regardant sur ce qu'on me donne ou sur ce que j'achète. Là, c'est pour déroger à la règle. Donc, moi, il faut un truc qui soit carré. Et donc, il a fallu que je fasse développer à mes frais une méthode d'évaluation et d'auto-évaluation qui me permette de comparer in fine. Voilà, c'est un cadre méthodologique. Donc, j'ai fait développer ça par les chercheurs qui vont bien en France, publics. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas confier à des chercheurs privés ou des chercheurs dont les intérêts sont ambivalents le cadre de la dérogation à la règle. Donc j'ai fait développer cette méthode, elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Elle repose sur deux grands principes. Un premier principe, c'est une analyse internationale pour voir qu'on n'était quand même pas totalement dans les clous. Donc on a des analyses comparables au Luxembourg, aux US, au Canada, etc. Enfin, heureusement. Et ensuite, puisqu'on avait créé une certaine association il y a 20 ans, 30 ans, Mediaconstruct, qui construit Mediaconstruct, bon, maintenant ils ont pris le large, mais peu importe. À l'époque, c'était fait pour servir des benchmarks internationales et que le PUCA puisse continuer à financer tout ça.
Donc les groupes de Mediaconstruct travaillent tous sur où ont travaillé pour contribuer à ce que cette méthode soit à peu près opérationnelle. Elle n'est pas parfaite, hein, surtout en termes de facilité d'emploi, mais elle existe. Elle permet au moins au premier maître d'ouvrage, j'ai signé une trentaine d'autorisations à déroger à la règle, donc une trentaine de projets à ce jour. Ça leur permet d'avoir un cadre méthodologique cohérent, comparable, et ça me permet moi de savoir ce que je reçois, et ça permet à eux de sélectionner de manière comparable les offres qui leur sont faites. Donc il y a une grille de maturation. L'idée là aussi que j'impose, c'est pas d'éliminer les non matures. Ça, on retient sur les critères habituels. Simplement, il faut savoir si l'équipe sélectionnée est mature ou immature, j'allais dire. Et donc, du coup, savoir comment on va consacrer et quel temps on va consacrer en plus ou en moins pour que l'entreprise sélectionnée, qui quand même a priori a dit je fais du BIM et je vis grâce au BIM, et quand même puisse réellement progresser avec l'ouvrage et avec le maître d'ouvrage. Et puis il y a une deuxième grille qui permet là, effectivement de mesurer l'intérêt qu'offre le BIM et l'action du BIM, à la fois sur le projet et à la fois sur le produit proposé. Donc actuellement c'est sur deux tableurs Excel. Donc là j'ai demandé à mes chercheurs de me faire une proposition de manière un peu plus fiabilisée. C'est surtout un laboratoire au Luxembourg qui travaille mais sous commandite de 3 autres labos français. Donc ça évolue avec le temps et on apprend en marchant. Voilà. Mais au moins, j'ai décidé d'ouvrir, comme c'est de l'argent public, donc c'est rendu public. Donc si les gens veulent, même hors du cadre réglementaire, la légalement du PUCA, utiliser la méthode, ils sont libres de l'utiliser. Que ce soit une entreprise X, Y ou Z pour qualifier sa maturité et savoir comment il peut répondre ou pas répondre à un appel d'offres et céder de ça. Ou bien je suis un maître d'ouvrage, j'ai pas envie de déroger la règle, mais j'ai envie de savoir comment comparer. Voilà, il y a une première matrice. Après, cette matrice, il faudra l'améliorer. Le PTNB a l'air de vouloir s'en saisir et financer, tant mieux. Sinon, tant pis, je financerai et on avancera. Mais moi, je le ferai dans le cadre régalien, évidemment. Je ne suis pas légitime pour autre chose. Voilà, c'était un peu long, mais c'était nécessaire. Et enfin, le dernier, qui intéresse beaucoup tout le monde, y compris les entreprises générales et tout le monde, c'est comment on déroge au code, aux autres codes. Les choses sont quasiment pareilles. C'est simplement la demande de dérogation, il faut expliquer pourquoi on demande une dérogation. Donc c'est le maître d'ouvrage, pareil, qui demande à déroger. Donc je sais pas, le dernier en date que j'ai autorisé, c'était pour construire un atrium de logement. C'est pas prévu, donc c'est interdit. Donc j'ai autorisé 2 atriums de logement. Avec l'arrière-pensée de me dire, bon, on va avoir un problème éventuellement énergétique, pas sûr, un problème acoustique plus certainement, un problème de sécurité sans doute. À l'issue, et donc on verra si on autorise, si finalement dans la prochaine RT on autorise ou pas les atriums de logement. Donc la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est non, on n'autorisera pas. Non pas à cause de l'énergie, parce que là ça n'a pas de grande incidence, un petit peu pour l'acoustique, mais c'est pas ça le plus grave. À la limite on aurait pu élargir en mettant des considérants, en chiadant un peu la NRA. Non, c'est la lumière et la sécurité, la santé. Très clairement, il y a des concepts architecturaux et donc des produits d'entreprise, des bâtiments qui, quand ce sont des atriums, n'offrent pas de la sécurité incendie suffisante. On a le cas sur l'un des 2 projets. Et puis surtout la lumière, ce qui est assez logique, mais un premier filtre donc de la partie fermée de l'atrium qui filtre la lumière, le deuxième filtre par les fenêtres des gens qui habitent sur l'atrium. Évidemment, ils n'y voient plus rien, ils habitent, et donc c'est pas, non seulement ils consomment de l'énergie en allumant tout le temps, mais en plus c'est pas très agréable. Voilà. Qualité de l'air, c'est pas trop un problème. On avait imposé quand même quelques investissements complémentaires et supplémentaires pour éviter la qualité de l'air de manière préalable.
Donc la demande est envoyée au PUCA, on l'instruit avec les administrations centrales concernées. Donc quand c'est pour les copros, pour le financement des copros, bon, c'est une dérogation au code bancaire et monétaire. Quand c'est pour les atriums, c'est une dérogation au code de la construction. Quand c'est pour l'amiante, ça on l'a pas fait encore, mais en fait, comme j'ai déjà eu la question au moins 3 fois, si c'est de l'amiante, on peut le faire, mais on va vraiment justifier, parce qu'effectivement, là il y a 2 ministres à signer et bon, on peut toujours tester pour démontrer, mais il ne faut quand même pas prendre trop de risques non plus, etc. Enfin, bon. Donc les dérogations sont accordées sont signées par le ou les ministres concernés, et pas par le PUCA, hein, mais simplement avec le protocole du PUCA qui est instruit avec là où les administrations centrales concernées. On fait projet par projet, là aussi, la même règle. Le projet auquel est accordé donc, la dérogation fait l'objet d'une évaluation par le PUCA au travers d'un protocole et d'une convention, pareil. C'est le même cadre général, c'est un cadre régalien. Qui serviront donc aux réflexions d'évolutions éventuelles de la règle. Et alors comme les temps sont durs, avant le PUCA payait tout, mais là maintenant c'est plus possible, les budgets sont tels qu'on ne peut plus, donc c'est au maître d'ouvrage, donc les frais rendus nécessaires par l'évaluation, notamment sur le plan technique et du suivi par des projets mandatés par le PUCA, c'est notamment tous les capteurs dans les atriums, on a mis les capteurs partout donc tout ça, c'est à la charge financière du maître d'ouvrage qui demande et obtient la dérogation. Et ensuite, une fois que le bâtiment est construit, il vit, généralement on l'a autorisé, pas de souci. S'il y a un problème d'incendie, les assurances regardent la dérogation et instruisent le risque par rapport à la dérogation obtenue. C'est assez rarissime, c'est arrivé une fois. Voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis naturellement prêt à y répondre. Moi, j'ai juste alors, je suis un peu novice, alors ne dites pas à chaque fois, comme vous savez, explique-moi juste les sigles, parce qu'il y en a certains qui sont passés à la trappe. C'était juste ça. Les sigles. Des sigles, oui, par exemple, voilà, mais c'est pas une première approche, mais c'était une deuxième. Donc c'est encore très nouveau le BIM, donc j'espère que je suis à ma place, mais BIM, je laisserai aux ingénieurs parce que c'est la journée. En gros, BIM, bon, c'est un acronyme anglais. Il faut comprendre que c'est en gros, soit on parle d'une base de données qui permet, soit on parle d'une base de données et comment on constitue la base de données, à partir de quoi, pour permettre à un ouvrage d'exister de manière informatique. Et au-delà de cette base de données, comment on s'en sert pour faire évoluer le projet. Donc soit je n'ai qu'une base de données, un tableau Excel ça peut suffire, et puis à partir de là, je veux dessiner, je veux sortir des plans, je veux sortir des dessins 3D. Comment je fais sur cette même base de données, je vais pouvoir calculer la NRA, je vais pouvoir calculer la RT, je vais pouvoir calculer comment je fais. Et donc vous voyez bien qu'à partir de cette base de données qui est un des morceaux du BIM, je fais les acronymes en développé, vous allez développer un processus, un peu comme une norme ISO, une norme qualité. Vous allez développer un processus pour vous permettre d'aller jusqu'à ce que vous souhaitez avoir. C'est-à-dire un bâtiment bien construit, cohérent, dans lequel je peux faire tous les calculs et avoir des images et ensuite faire une exploitation, un entretien, une exploitation, etc. Donc ça c'est le processus. Et puis au-delà du processus, il y a tout simplement l'image, la gestion de l'image. Puisque pour communiquer avec mes locataires, pour communiquer avec les gens avec qui je vais vendre mon produit, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de montrer que c'est chez eux, que c'est leur truc. À titre d'exemple, j'ai fait une expérimentation sur une copropriété qui était une tour près des voies de Montparnasse, c'est la tour Super Montparnasse, pas la tour Montparnasse, Super Montparnasse, une copro, tout bien comme il faut. On a eu des tas de problèmes, mais on les a réglés d'architecture, sauvegarde, machin. Bon, une fois qu'on a réglé le problème, ce qui a emporté le morceau et qui aurait pu ne pas l'emporter, c'est qu'on a utilisé le BIM, non pas. On l'a utilisé bien sûr dans le processus et bien sûr
dans la base de données, mais ça, ils vont tous vous en parler. Mais on l'a utilisé surtout comme image pour dialoguer et permettre à chaque copropriétaire de savoir ce qu'on allait faire chez lui. Et comme on avait dans la base de données, c'est pas encore très au point, mais là on avait fait l'effort. J'avais demandé à l'architecte à l'architecte Voyer, donc l'architecte bâtiment de France un peu particulier à Paris, de bien insister sur le sujet. Et comme on avait pu mettre dans la base de données vraiment les éléments, la couleur, les machins, les trucs, les gens ont pu voir ce que ça allait faire chez eux. C'est ça qui a emporté la décision en AG. Voilà ce que c'est que le BIM. Là, l'acronyme, je laisse traduire. Bon. Pas d'autres questions? On traduit tout de suite. Juste du coup, l'acronyme BIM, c'est Building Information. Et on s'est tous arrêtés plutôt sur modeling, puisqu'on parle vraiment du process, comme l'a expliqué M. Lemonnier. Au départ, c'était Building Information Model. Dans ce cas-là, on parle plutôt de la maquette numérique, de la base de données 3D sémantique du bâtiment. Je savais qu'il dirait ça très bien, ça fait déjà 10 fois que j'entends le discours, donc c'est bon. Je sais qui c'est. Je le fais parfaitement. Parfaitement. Vous avez peut-être d'autres questions d'ailleurs, parce que je vais peut-être pas rester jusqu'au bout. Hein. Je retourne dans les montagnes, j'ai eu du mal à descendre, il neigeait, donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez l'air vrai. Peut-être que la question s'est posée jusqu'à quand la dérogation peut-elle s'appliquer? Alors, la dérogation, une fois qu'elle est accordée, elle est permanente, évidemment, puisque c'est par projet. On va pas revenir sur une dérogation une fois qu'elle a été donnée. Par contre, je ne donne pas de dérogation générale. Quand un maître d'ouvrage dit je veux déroger à tout le temps, c'est niet. Non, un maître d'ouvrage, alors éventuellement, avec le PUCA, ce qui est bien, c'est qu'avec le PUCA, tout est possible. Il y a quand même une certaine déontologie à respecter, y compris chez nous et chez moi, la déontologie est assez forte. Quand un maître d'ouvrage ne sait pas encore exactement où il en est, ce qu'il veut faire, mais qu'il a envie d'avancer, il ne sait pas comment. Dans ce cas-là, je signe avec lui un protocole général, un protocole politique, qui dit, ben voilà, on va travailler ensemble, blablabla, enfin voilà, c'est signé par les élus, les machins, enfin, tout le monde est content. Je vous renvoie par exemple, à titre d'exemple, vous allez sur le site, vous prenez les protocoles sur le logement privé, où on a signé avec des présidents de région, des présidents d'agglo et leur SEM, l'art et la manière, on va travailler ensemble, on va déroger à toutes les règles, c'est écrit. Et puis on va trouver les modalités pour mettre en place des financements sur les logements privés et les copropriétés en particulier. Ça c'est politique. Ça n'engage que l'esprit politique de la chose. Par contre, quand on arrive sur le projet, là, une demande express, une signature express et l'application de la règle, quel que soit le... Voilà, ça c'est un projet. Et donc une fois que le PIC est autorisé pour le code des marchés publics, et ben, voilà, c'est accordé. Et une fois que le ministre, sur protocole et instruction du PUCA avec la DG du ministère, a accordé la dérogation à la au code que vous voulez, c'est sur le projet, on va pas revenir dessus. Par contre, si le projet présente des défauts et que finalement on ne fera pas évoluer la règle, peu importe, le bâtiment il existe, le fait d'être sous protocole et d'avoir obtenu un arrêté ministériel ou interministériel, ça sous-entend qu'on a accepté les risques en les minimisant, et donc voilà, c'est définitif, on ne revient pas en arrière. Et le temps d'instruction d'un dossier comme ça Code des marchés publics, le temps d'instruction il est minime, puisque le temps le plus long c'est de sélectionner les PCIS par exemple. C'est ça le temps le plus long, et le temps le plus long c'est d'évaluer au long cours et en continu l'opération jusqu'à constater les bénéfices ou les moins bons bénéfices ou les pas bons bénéfices du tout, et d'expliquer pourquoi on a des mauvais, moyens ou excellents bénéfices ou de mauvais coûts pour ce projet-là. Donc là c'est très rapide. Moi quand je reçois si je suis là, c'est signé dans les 3 minutes puisque c'est moi qui signe. Par contre une instruction pour une dérogation aux autres codes, soit on a fait une convention préalable et en règle générale ça demande
un mois à peu près d'instructions complémentaires. Soit on part à 9, on n'a rien, et là il faut envisager plutôt 5 à 6 mois de procédure, qui sont des procédures pas forcément lourdes, c'est simplement il faut que j'arrive à contacter les administrations centrales, qu'elles soient d'accord, qu'on signe l'arrêté dérogatoire si c'est au code de la construction, qu'on fasse rédiger un article spécifique réglementaire et qu'on le fasse passer si c'est au code de l'énergie ou enfin ce que je veux dire, voir alors pour le code bancaire et monétaire ça a été plus long puisqu'il a fallu une loi, même 2 lois il a fallu, enfin bon on a eu les 2 lois et donc le code a été donc après voilà c'est variable. En règle générale une instruction ordinaire de demande de dérogation à la règle c'est 6 mois d'instruction. Quand c'est vraiment beaucoup plus compliqué, comme le tiers financement, là ça a demandé 2 ans. Et encore on n'est pas au bout de nos frais parce que comme les politiques s'en sont mêlés, ça a compliqué la chose. Et donc il a fallu bon voilà, donc c'est pas encore fini, mais là on est en train d'aboutir avec l'autorité de contrôle prudentiel. Donc voilà, entre 6 mois et 2 ans on va dire. Plutôt 6 mois. Oui, ici c'était aussi un petit peu le sens de la question. L'article 75, si j'ai bien compris, ça c'est l'article 97, qui est un article tout neuf. Donc c'est des procédures qui vont continuer. Oui, qui sont archi classiques, archi connus. Donc je veux dire, et ça demande, il faut que je sois là pour signer, pour imprimer le papier. C'est 10 minutes. Par contre derrière ça sous-entend qu'il y a un boulot, quoi, il y a un vrai boulot derrière. Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part du cas sur la dérogation qui est demandée, une assistance? Ouais. Oui, sur n'importe quel sujet, on peut demander l'assistance technique. D'accord. Par exemple sur BIM, donc l'assistance consiste dans un premier temps à ce que les chercheurs qui ont créé BIMmetrics, la méthode d'évaluation, ils aillent vous la présenter et pour que vous puissiez l'utiliser, pour que vous puissiez recruter, former. Alors c'est mieux en interne, mais vous pouvez sous-traiter, après à vous de voir, sur un monsieur BIM interne la maîtrise d'ouvrage et du projet, pour appliquer BIMmetrics et pour bien maîtriser le projet en BIM. Et puis ensuite ils reviennent aux principales phases pour voir comment ils servent. Et eux, leur rôle, c'est de vérifier que vous avez bien utilisé BIMmetrics. Il ne va pas vérifier si vous avez dit la vérité ou vous avez menti. Ça, s'il n'y a pas d'assurantiel, ça sera votre problème. Et ça sera coûteux parce qu'évidemment l'État aura été floué. Mais ça, c'est votre problème. Je vois les social, privé, public. Voilà. Bon. Par contre, il va vérifier, c'est le principe d'accréditation, il va vérifier que la méthode a été effectivement bien utilisée. Et normalement, si elle est bien utilisée, ça vous donne des garanties et ça minimise les risques. Donc ils vont vérifier aux grandes étapes que la méthode a été comprise. Donc, ils vous l'enseignent, comprise et utilisée. Et donc, fort de ça, moi, je dis, ben voilà, donc, entre guillemets, vous êtes accrédité, voilà, et donc je dis, ben voilà, ok, et donc à partir de là, on va mesurer, puisque du coup, les résultats que vous envoyez, on peut les exploiter, et en les exploitant, on va voir effectivement la maturité, la capacité à trouver les explications, en quoi les coûts ont bénéficié d'une diminution grâce au BIM, en quoi le bénéfice du projet a augmenté. Voilà, c'est ce que vont essayer de faire les chercheurs. Après, ça ne nous empêche pas de prendre toute assistance extérieure, voire en demandant à d'autres gens à droite à gauche. Ça, à la limite, le marché, j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs potentiels autour de vous. Là, moi, j'ai pas. Voilà. Par contre, la partie contrôle réglementaire et régalienne du programme, ça, c'est moi qui le finance et ils sont à votre disposition. Bon, ils n'ont pas besoin non plus de vous mobiliser énormément. Par contre, l'utilisation de la méthode, encore une fois, elle va évoluer et elle n'est pas forcément très ergonomique. Là, vous demandez un peu d'investissement, mais c'est plus de l'investissement en termes de méthode, d'organisation. Parce que le BIM c'est nouveau, parce que le BIM ça peut être compliqué au début, parce que c'est un investissement,
Voilà. Mais, alors après, vous pouvez faire le DIM sur tout ou sur partie. Genre, certains maîtres d'ouvrage l'utilisent que sur l'entretien, exploitation, maintenance. Bon, on fait évoluer la BILA. Alors, je ne sais pas si vous êtes sous la BILA, enfin bon, voilà. Après, on fait la façon. Il n'y a pas de petit ou de mauvais ou de grand ou de petit projet. Le tout, c'est, vous avez vu, le principe du PUCA, depuis 30 ans qu'on fait ça, c'est d'essayer de tirer, d'enseigner et de faire en sorte que ça se diffuse. Donc on n'en est pas à dire, voilà, vous êtes Rolls-Royce, bravo, on dira, mais ça n'a pas plus d'importance que ça. Olivier, dernière question. Vos lauréats, excusez-moi, il y avait déjà quelqu'un. Réa, c'est requalification en haute performance énergétique. Donc c'est les bars, les petits collectifs qu'on requalifie. Donc on en a requalifié un peu partout en France à ce jour, à Nantes, chez Philogia, différents. On a fait pas mal de communication dans les 2 derniers congrès USA, on en fera sûrement d'autres. Donc REA, c'est requalification haute performance énergétique, c'est QFD, c'est coût, qualité, fiabilité, délai, il y a différents trucs. Et sous quel délai vous pensez avoir des résultats significatifs à vos vies? Quand les projets auront abouti. Oui. Quand les projets auront abouti. Et votre expérience, vous pouvez situer un peu, je sais pas. En expérimentation, c'est plutôt les évaluations sur les bonnes pratiques. Bon, ça va aller vite. Je pense que dans les 2 ans, on pourra produire des choses. Il y en a d'autres, on les a pris quasiment au démarrage. Ils auraient pu être pris en expérimentation tout court. Donc là, ça va demander plutôt 5 ans. Parce que non seulement on attend la remise de signature, enfin le transfert de propriété, quand c'est du neuf, mais on regarde aussi 1 an ou 2 d'exploitation. Donc ça peut aller jusqu'à 5 ans. Les plus rapides, ça sera 3 ans. Oui. Je mettrais juste un petit bémol, il faudra peut-être attendre que les logiciels en ligne, bref, on ne parle pas d'IFC, on parle de logiciels BIM métier, puissent pouvoir exploiter les éléments qu'on leur donne. Si vous n'avez pas d'objet BIM, vous ne ferez jamais de BIM. Vous ferez de la 3D, un peu de calcul, et vous ne ferez jamais de BIM. Oui, ça, si vous n'intégrez pas la consommation électrique d'une pompe, vous ne faites pas du BIM. Si vous n'intégrez pas, j'ai envie de dire, la consommation électrique du filtre et éventuellement son remplacement, vous ne faites pas de BIM. On est bien d'accord. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de l'IFC, de la 3D, de l'image. On fait beaucoup de calculs avec beaucoup de logiciels métiers. Mais l'interrogation complète, on ne l'a pas. Mais le but final intellectuel, aujourd'hui, on ne l'a pas. Il va falloir encore attendre, à mon avis, un petit peu longtemps. On pourra peut-être avoir une approche sur le logement, parce que les éléments sont ponctuels. Sur l'hospitalier ou sur la salle de spectacle, on va encore attendre. Un peu plus. Non, le plus rapide, ça sera les bureaux. Le plus rapide, ce sera les bureaux, l'immobilier de bureaux, là c'est assez rapide. Les logements sera un peu plus long. Et l'intervalité complète sur les objets complexes, en conception et en entreprise générale, ça va à peu près, mais c'est vrai que l'intervalité vraiment complète, pour l'instant, tout le monde la cherche dans le monde entier, donc on n'y est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et donc on avance. Ça sera le mot de la fin pour faire la liaison avec le PUCA, c'est qu'il y aura plusieurs phases d'expérimentation. Oui, ben, probablement je vais réouvrir, mais j'en sais rien encore, il faut que je discute avec vous. Enfin, vous savez bien que le ministère c'est compliqué. Mais donc soit je lance un deuxième appel d'offres qui risque d'être un copier-coller, soit simplement je réouvre le premier appel d'offres et sans date, et puis après, voilà. Bon, après, une fois que la procédure est lancée, comme on adapte en marchant, l'intérêt pour moi de réécrire un appel d'offres, finalement une idée par exemple sur CQFD, on en a fait 5, c'est 5 fois le même texte. Bon, franchement. Réa, quand même, on a été un peu innovant, on a élargi, on avait fait les tours, on a élargi. Oui, donc là, vraiment, on en est à se dire que bon, on va faire un appel d'offres ouvert.
Si on hésite, c'est parce que justement, vous avez, déjà les communicants du QK et des ministres disent ah ouais, mais quand même, si vous ouvrez tout le temps, on ne peut pas faire d'événementiel. Pour que la ministre mette les diplômes et machin. Ben si, je peux dire à telle date, ça sera Madame la ministre qui, voilà, et puis elle reviendra dans un an, enfin, ça je peux le faire aussi. Donc, bon, voilà, donc c'est vous voyez le genre de subtilité dans lequel on est confronté dans les ministères. Mais non, en gros on va réouvrir mais pour l'instant, bon, j'essaie de lancer, il faut que Bimetrics soit un peu plus dynamique, ce qui n'est pas encore le cas, donc voilà, on apprend en marchant, y compris au QK, même si ça fait 30 ans qu'on vous soutient tous, on apprend en marchant, et donc voilà, on va apprendre en marchant ensemble. Merci.